Emma Aziza, bonjour. Bonjour. Hydrologue et spécialiste de l'adaptation au changement climatique. Je viens avec vous dans un instant, mais avant cela, je voulais parler politique et écologie avec Anne Soradiwa. Bonjour Anne. Oui, c'est Journaliste lié au souvent. service Bonjour, politique Ronan. BFM. En ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On évoquait la vidéo d'Emmanuel Macron. Les jeunes avec Macron aussi demandent aux Français de participer à un débat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le débat n'a pas eu lieu. Moi, je pensais que l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique, ça fait partie de l'ADN Bah, d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. ça J'avais veut du mal à dire- comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, et on l'a vu aussi notamment, il y a des crises successives qui ont un peu décalé dans le temps cette transition écologique et ce virage vers la lutte contre le réchauffement climatique aussi dans l'agenda politique d'Emmanuel Macron, notamment la crise du Covid. Et ça veut dire en effet qu'aujourd'hui, il n'est pas celui qui incarne ce même virage. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui doutent de sa volonté vraiment de s'attaquer aux gros pollueurs. C'est pour ça aussi que c'est très entouré cette séquence politique. Il y a d'abord eu effectivement ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire cette foire aux questions qu'il a lancée sur Twitter en disant aux Français. Et d'ailleurs, la première question qui lui était relayée, c'était une dame qui lui disait pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir. C'est vous dire un peu quelle est la teneur des questions qu'il va recevoir, Bon le courage chef de pour la l'État. réponse, effectivement. Exactement, bon courage pour la réponse. Et pour l'instant, à la fin de cette première vidéo, il n'a pas encore C'est ça. répondu à cette dame qui s'appelle Mario. On verra bien dans la prochaine s'il lui répond. Et ensuite, à l'issue de la COP 27, il va réunir à l'Élysée les responsables des 50 sites industriels les plus polluants de France. Donc l'idée, c'est vraiment de dire c'est maintenant, on fait un grand coup de collier. Agnès Pannier-Runacher, sa ministre de la Transition énergétique, a publié ce matin une tribune dans laquelle elle appelle notamment les pays émergents et les grandes industries émergentes à faire aussi le virage écologique. Mais c'est aussi effectivement parce que là-dessus, eh bien aussi parce qu'on relance les centrales à charbon, parce que sur certains pesticides, l'État français a dû reculer. Il y a encore beaucoup de mal à convaincre effectivement, et on l'a vu notamment avec les actions d'activistes en France aussi ces derniers jours. On en a parlé notamment hier. Emma Aziza, je vous soumets une citation. C'est déjà trop tard pour de nombreux glaciers. La fonte va se poursuivre pendant des centaines, voire des milliers d'années, avec des conséquences majeures sur l'approvisionnement en eau. Cette déclaration assez alarmiste, il est déjà auteur de plusieurs, c'est celle d'Antonio Guterres dans son message à la COP27. En sport, on dit il ne faut pas revenir Fanny, c'est-à-dire faire zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, un, c'est trop tard, et deux, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il soit validé en Égypte? Je pense que c'est jamais trop tard. À partir du moment où on comprend qu'on est en train d'atteindre le système massivement partout par notre empreinte environnementale, mais qu'à un moment donné, on lâche un petit peu la bride sur la nature, elle est quand même particulièrement résiliente. On l'a vu pendant la période justement sanitaire où on a un peu lâché les éléments et tout repart. Donc je crois qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, mais par contre, c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tous les milieux sont actuellement touchés. La COP démarre avec un certain nombre de rapports qui viennent d'être remis par l'Organisation mondiale, météorologique mondiale, l'OMM, par l'ONU, qui le 2 novembre dernier nous annonçait qu'effectivement c'est la température moyenne en Europe a augmenté 2 fois plus vite que le reste de la planète. Donc si on ne nous l'avait pas dit par ce rapport, on s'en serait quand même rendu compte par l'actualité qu'on est en train de gérer depuis quelques années. Donc je crois que la situation, elle est quand même claire. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est à quel point des pays comme la France, même l'Allemagne, la Belgique, qui sont soumises actuellement à des états de sécheresse extrêmement sévères, qui s'allongent dans le temps, où les hivers n'ont plus de sens, derrière se retrouvent finalement placés en première ligne de ce changement. Mais on a aussi des pays comme le Canada qui viennent d'atteindre là des températures il y a quelques jours de 28 degrés. Donc on a des anomalies thermiques comme ça dans des endroits où on imaginait qu'il serait le plus préservé. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc, il faut vraiment mener une réflexion de fond. À quoi ça sert véritablement ces rendez-vous? Je vous prends un exemple, la COP 15 qui prévoyait le financement par les pays riches de la transition pour les pays en développement, 100 milliards promis. On est encore loin du compte. À quoi ça sert de se réunir si c'est pour pas tenir ses engagements? On pourra en parler avec Anne après sur la COP à Paris et les engagements qui sont a priori non tenus. À quoi ça sert? Alors, c'est sûr que si on regarde les résultats, on se demande vraiment à quoi ça sert en matière d'efficience. Ça sert déjà au moins à réunir tout le monde autour d'une question. Là, ils vont être réunis avec un certain nombre d'éléments devant eux. Espérons que ça évolue. Il y a quand même 2 petits nouveaux qui arrivent cette année dans la réflexion. C'est la question de l'adaptation. C'était vraiment le parent pauvre des politiques climatiques mondiales pendant ces 27 dernières années. Pourquoi ? Parce que
S'adapter, ça signifiait qu'on avait perdu la bataille des émissions de gaz à effet de serre. Donc, de toutes les façons, c'était plié. Et il fallait surtout pas perdre cette bataille. Là, on se rend bien compte qu'on est de plus en plus exposés aux inondations, aux sécheresses, aux îlots de chaleur, qu'on est tous en première ligne de front et que de toutes les façons, on n'a pas le choix que de s'adapter de manière très urgente, même si en parallèle, on travaille sur cette réduction. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la question de l'eau. Vous l'avez dit, on voit très bien qu'aujourd'hui, un pays comme la France, qui a plus d'une centaine de communes en rupture d'alimentation en eau potable durant l'été, c'est quelque chose qui était de l'ordre de l'inimaginable, parce que la France est un pays tempéré. Je crois qu'il va falloir maintenant qu'on prenne cette urgence de manière intelligente pour arrêter de parler et pour effectivement se mettre à agir. On verra si ils réussiront enfin à le faire. Anne, on dit souvent que c'est compliqué de se projeter et de voir les conséquences à 30, 40, 50 ans du réchauffement climatique. Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré en France. Ça pourrait augmenter 3,8 degrés en 2100. C'est absolument énorme. Est-ce que... 2,8. 2100, 2100, j'ai dit. 2100, oui. 2100, pardon. On n'a pas les mêmes. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être un des problèmes de la lutte contre le réchauffement climatique. On a du mal parfois à mettre voilà, exactement, et à visualiser cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, président de la République, peut s'affranchir de solutions d'un engagement quand on vit concrètement désormais les premières conséquences de ce réchauffement climatique? Mais c'est toute la délicatesse effectivement de cette COP et de ce qu'il devra montrer en effet, de ce qu'il devra apporter, notamment dans le discours qu'il prononcera demain à 15h30. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il est lié aussi à d'autres chefs d'État qui, eux, n'ont pas forcément respecté l'accord de Paris. La France non plus d'ailleurs. En réalité, on n'est pas non plus dans les engagements qu'on avait pris à ce moment-là. L'idée, c'était de maintenir la hausse des températures en dessous de 1,5. Aujourd'hui, le GIEC dit que c'est un engagement impossible à tenir, qu'on sera vraisemblablement autour de 2, voire 2,4, 2,8 étant catastrophique. L'idée, c'était quand même aussi d'avoir une Europe neutre en carbone à horizon 2050. Pour l'instant, la France tient toujours cet engagement, en tout cas a toujours cet objectif, un certain nombre de pays aussi. Encore une fois, il n'est pas tout seul, notamment demain, il aura sa première rencontre avec le Premier ministre britannique qui a récemment été élu. Le Premier ministre britannique, à l'origine, il ne voulait pas venir à cette COP, il avait dit qu'il avait des engagements plus importants. Il dit qu'il ne faut pas aller trop vite dans la lutte climatique, ni trop fort, ni trop vite. Il y a aussi évidemment la guerre en Ukraine qui a totalement bouleversé les équilibres énergétiques en Europe, qui ont relancé aussi un certain nombre d'énergies fossiles parce que pour l'instant la transition vers des énergies renouvelables n'a pas pu être faite suffisamment vite et surtout que l'énergie fossile a manqué beaucoup trop vite pour qu'on puisse continuer à faire cette transition vers les énergies renouvelables. Donc il est lié aussi par la diplomatie. Après, ça a été une grande fierté, il l'a dit suffisamment Emmanuel Macron, l'accord de Paris, la COP 21, et donc il y a une idée aussi de tenir un engagement qu'il a lui-même pris, et ce qui constitue une des grandes fiertés de son premier quinquennat. La France a été condamnée 2 fois pour inaction climatique. Ça concernait surtout ce qui s'était passé entre 2015 et 2005 et 2018. Mais il y a une nécessité au moins d'envoyer, parce qu'il parle beaucoup ces derniers temps, Emmanuel Macron, aussi d'éco-anxiété chez les jeunes. Et il sait que chez cet électorat-là, il y a besoin de répondre très fortement. Éco-anxiété, éco-terrorisme, d'où ma dernière question. Je ne vais pas vous demander si vous soutenez les militants radicaux qui sont éco-terroristes, mais Gérald Darmanin. Si vous soutenez les militants radicaux, mais est-ce que la solution viendra de militants, quels qu'ils soient sur le terrain, ou des politiques qui sont réunis aujourd'hui en Égypte, selon vous? Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de voir les premières guerres de l'eau en France, des choses qu'on étudiait quand on fait de l'hydrologie il y a 18-20 ans, plutôt dans des pays africains, mais surtout pas dans des pays européens. Donc on voit très bien qu'il y a une tension qui est en train de se mettre en place autour de la question de la ressource. Et donc nécessairement, quand ça se réduit comme peau de chagrin, il va y avoir des tensions majeures entre certains qui veulent conserver un modèle similaire, d'autres qui au contraire se rendent compte qu'on va dans le mur et qu'il faut changer. Je crois que ce qui est sûr et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir où se déroule cette COP27. On est en Égypte. Station balnéaire. L'Égypte, c'est une... Oui, Sharm el-Sheikh, mais c'est quoi l'Égypte? C'est le pays qui est le plus dépendant du blé mondial. Il importe tout son blé. Donc toute son alimentation vient d'ailleurs. C'est aussi le pays qui s'alimente à 97% par le Nil, qui est géré en amont par l'Éthiopie, qui vient de décider de construire un barrage pour ses fins personnelles, parce que l'Éthiopie commence à se réveiller économiquement. Ce que l'on voit, c'est à quel point cette interdépendance que l'on a lorsqu'on est un pays comme l'Égypte avec les autres pays commence à poser des problèmes, parce que nous, il va falloir
falloir qu'on se pose des questions sur notre propre blé, sur nos rendements. Est-ce qu'on les exporte ou est-ce qu'à un moment donné, on change aussi nos modèles? Toutes ces questions-là, elles montrent une trame internationale qui est quand même assez intéressante et tout va se jouer dans les 2-3 années qui viennent pour infléchir ou pas la tendance. Problème international, solution internationale. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau de BFM Story Weekend. Dans un instant, Jean-Baptiste